Bonjour à toutes et à tous. C'est Smart Impact, l'émission des audacieux responsables, celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises un axe fort de leur stratégie. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est la directrice innovation et qualité produit chez Casino, Corinne Aubry-Lecomte, qui on parlera du développement du vrac et notamment de ce partenariat signé avec la start-up Fava pour proposer des protections féminines en vrac justement. Connaissez-vous l'upcycling alimentaire ou comment utiliser des ingrédients qui autrement seraient jetés? Un enjeu majeur quand on sait qu'un tiers de la nourriture produite pour notre alimentation est gaspillée. Ce sera le thème de notre débat tout à l'heure. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrez Ensemble, c'est un réseau social, le réseau social de votre ville pour découvrir la vie de quartier, échanger et s'entraider entre voisins. Voilà pour les titres. C'est Smart Impact, tout de suite. Bonjour Corinne Aubry-Lecomte, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc la directrice innovation et qualité produit du groupe Casino qui possède les enseignes Monoprix, Franprix, Naturalia mais aussi Cdiscount. On va beaucoup parler de vos actions pour promouvoir le vrac, peut-être d'une manière générale. L'idée c'est quoi? C'est déjà de promouvoir des marques nationales, c'est le vrac le plus large possible? Oui, le vrac c'est une tendance de fond depuis plusieurs années et effectivement si on souhaite qu'elle se développe de manière harmonieuse pour l'ensemble des consommateurs, il faut à la fois travailler sur les produits, sur la façon dont on les vend, mais également avoir des systèmes d'attractivité plus importants et effectivement les marques nationales sont une façon de montrer aux consommateurs qu'ils retrouvent la même typologie de produits qu'avec des emballages. Ouais. En volume, ça représente quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est encore marginal? Et puis quel est l'objectif du groupe? Voilà, alors c'est encore marginal dans le sens où effectivement l'essentiel des produits en dehors des fruits et légumes sont vendus avec des emballages, mais c'est une tendance de fond à la fois parce que ça répond à des attentes de la société, mais également parce qu'il va y avoir des engagements réglementaires assez forts de consacrer dans les surfaces de vente de nos magasins un minimum de surface à la vente en vrac. Ouais. Ça peut monter jusqu'à quoi? 15, 20%? C'est 20% la cible. 20%. C'est 20% la cible. Ça suppose, j'imagine, de quand même bien revoir l'organisation logistique. Oui, ça suppose de revoir l'organisation logistique, mais en fait, c'est juste un retour des choses. Si on se rappelle, avant la grande distribution, comme on l'appelle, la vente en vrac faisait partie de la règle. Donc, il faut juste qu'on soit intelligent, qu'on apprenne de tout ce que ces années nous ont donné comme enseignement et qu'on remette le vrac à l'honneur avec la société d'aujourd'hui, c'est-à-dire des attentes à la fois de remaîtriser son achat. J'achète la juste dose, donc je maîtrise mon panier également et donc mon porte-monnaie. Et puis je peux choisir ce que je veux, je peux mixer, comme on dit, mix and match. Et donc ça c'est important, on redonne aux consommateurs la loi et la façon de faire son achat comme il l'entend. Vous venez d'annoncer un partenariat avec la start-up Fava. C'est une marque française de protection hygiénique et de produits intimes 100% bio et biodégradable. En quoi consiste ce partenariat exactement? Alors, ce partenariat s'inscrit dans une démarche un peu plus large qui s'appelle Services for Equity, qui est une démarche qui a été customisée pour les start-up par le groupe Casino et qui consiste à les accompagner avec des services adaptés à leur montée en puissance. Et moyennant ces services, on entre de manière très minoritaire dans leur capital pour leur laisser complètement la main sur leur vie. Mais par contre, on est une espèce de grand frère, on les accompagne. D'accord. Et donc Fava est la 5e avec laquelle nous avons signé récemment. Et donc, on l'accompagne par une mise en marché dans nos magasins, évidemment. Et là, en plus, il se trouve qu'on a une vraie innovation de rupture, puisqu'on propose pour la première fois des protections féminines hygiéniques, certes, biodégradables, bio, etc., mais également en vrac, ce qui est carrément c'est jamais nouveau. arrivé. Non, c'est jamais arrivé. Ouais. Donc, on est très fiers de pouvoir le faire avec cette start-up qui est extrêmement engagée et dont les valeurs sont très, très proches de celles du groupe. Ça concerne combien de magasins ou ça va concerner combien de magasins? Ça va concerner une 50aine de magasins dès lundi, des magasins de Monoprix et des magasins de Franprix pour la vente en vrac. Donc, soit avec des totems dans le magasin, comme des sortes de têtes de gondole, si vous voulez, en carton, recyclable, tout est bien. Et puis, chez Franprix, on sera en box, directement dans le rayon. Et puis, quelques jours plus tard, on aura également la marque qui sera présente dans les magasins Casino, une centaine de magasins Casino, et là, en emballage classique. Est-ce que c'est forcément plus cher? Non. Ben non.
En plus, la vente en vrac, sur un plan consommateur, si on vous dit acheter des produits en vrac, vous vous attendez à les payer moins cher. Ce qui est logique. Ce qui est logique parce que aussi on peut, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ajuster. Ajuster, choisir ce que l'on veut. Et là, chez Fava, on a pris la liberté de proposer 5 produits différents aux femmes. Et elles peuvent ajuster, ne serait-ce que pour connaître le produit pour celles qui ne le connaîtraient pas. Et donc, elles peuvent ajuster leur achat à concurrence de 5 ou de 10. D'accord. Ce partenariat, il se double d'une action solidaire, laquelle ? Alors, ce partenariat se groupe d'une action solidaire dans la mesure où Fava accompagne les femmes qui sont en précarité menstruelle. Donc, elle donne des produits en fonction du chiffre d'affaires qu'elle arrive à faire. Toute la partie logistique est également aidée par une entreprise de réinsertion pour justement montrer que cette start-up est extrêmement sensible à son environnement et à aider au-delà de faire du chiffre d'affaires, ce qui est aussi l'objectif. Oui. Et vous savez que dans cette émission, on reçoit tous les jours une start-up et qu'on avait reçu Fava il y a quelques semaines. Alors, on va parler des engagements et des actions RSE un peu plus globales du groupe Casino. Quelques chiffres. Baisse de 18% des émissions de gaz à effet de serre prévues d'ici 2025. Le renforcement de l'offre certifiée agriculture bio avec une hausse, là on compare vis-à-vis de l'année 2018, une hausse de 15%. La réduction de 9% de la consommation d'électricité depuis 2015. 26% de l'électricité consommée issue de sources renouvelables. J'ai choisi parce qu'il y a beaucoup comme ça de données et de chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'engagement et le contrôle. Comment ça va être contrôlé, ces actions et ces engagements climatiques ? Ces actions font l'objet de plans d'action, on appelle ça chez nous. Et donc, l'important, c'est de savoir d'où on part, parce qu'il faut quantifier la situation de départ. Et ensuite, avec les plans d'action qu'on met en place, on contrôle qu'effectivement, ils ont une efficacité sur les critères que l'on a ciblés. Et si jamais l'efficacité n'est pas suffisante ou pas assez rapide, on réajuste. Mais il faut contrôler, parce que sinon, c'est beau de donner des incantations. Moi, je peux vous dire plein de choses, mais si on ne contrôle pas les effets, ça ne sert à rien. Quelle est la part de l'innovation pour atteindre ces objectifs-là ? Alors, il faut savoir que dans la réduction du carbone, si on prend par exemple cette thématique-là, les produits que l'on met en vente dans nos magasins sont la première source de l'émission de ce carbone. Donc, nous, notre rôle en tant qu'innovation sur les produits, c'est d'aller chercher des produits qui nous permettent de réduire cet impact. Alors, ça va être effectivement le vrac parce qu'il y a moins d'emballage et puis la logistique doit être pensée. Ça va être d'aller chercher plus de produits avec davantage de produits végétaux à l'intérieur parce qu'on sait que les ingrédients d'origine animale peuvent être plus émetteurs. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses que l'on peut aussi mettre en place au niveau des produits avec nos partenaires fournisseurs, à nos marques et avec les grandes marques nationales. Alors, vous êtes également l'expert des tendances de consommation du groupe Casino avec ce cahier des tendances qui est publié chaque année. Le dernier est sorti, je crois, le mois dernier. On peut déjà dire que le mouvement de consommation responsable, il continue. Il n'a pas été freiné par l'année Covid ou peut-être vous avez vu des Non, on n'a pas vu, évidemment, le côté responsable reste toujours très fort. Le côté sain, c'est-à-dire je fais attention à ce que je mange et à la façon dont je vis, l'hygiène, ça c'est vraiment très 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 fort et ça c'est l'effet Covid. Il y a un petit effet sur la maîtrise à nouveau plus forte de mon pouvoir d'achat, donc une recherche de rapport qualité-prix perçu plus acceptable. Donc ça aussi on l'a beaucoup vu. Le fait maison qui est toujours là. Parce que malgré tout, il reste du télétravail, donc j'ai du temps. J'ai envie de me réapproprier mon alimentation, donc le fait maison est toujours là. Et le vrac dans tout ça ? Et le vrac dans tout ça fait partie de cet engagement responsable, parce que les gens ont bien compris qu'acheter en vrac, c'était une façon de contribuer, de donner sa pierre à une réduction de l'impact global. Donc ça, ils l'ont bien compris. Ouais. Est-ce qu'il y a des produits pour lesquels c'est beaucoup plus compliqué que d'autres, le vrac ? Le vrac ? Alors, le vrac en sec, les graines, le riz, les pâtes, tout ça, c'est évident. Le vrac liquide est plus compliqué parce qu'il y a une notion d'hygiène, de maîtrise de la dose. Le vrac en frais, pour le moment, c'est pas grand-chose en dehors des fruits et légumes, de votre tranche de jambon que vous achetez au rayon coupe. Donc le vrac frais va être un des enjeux de demain et on y travaille déjà, et notamment avec des grandes marques nationales. Merci beaucoup, merci Corinne Aubry-Lecomte, à bientôt sur Bismart. On passe au débat de Smart Impact pour découvrir l'upcycling, c'est imprononçable, alimentaire.
Un tiers de l'alimentation produite pour la consommation humaine est gaspillée, d'où l'importance de l'upcycling alimentaire. On le définit précisément, on en débat tout de suite avec Grégory Dubourg. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Nutrikeo et puis avec nous en visioconférence, Marie Kerouédan qui est la cofondatrice de Résurrection. Bonjour, bienvenue, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends parfaitement. Alors je commence avec vous, Marie Kerouédan. C'est quoi Résurrection ? Alors Résurrection, c'est une jeune start-up, on a 3 ans et demi, on existe depuis janvier 2018, spécialisée dans l'upcycling alimentaire. On est pionnier dans ce domaine en France, en Europe. On a imaginé récupérer des résidus de production agroalimentaire diverses pour les transformer en savoureux biscuits bio et locaux. D'accord, on va rentrer dans le détail tout à l'heure. Grégory Dubourg, Nutrikeo, même question. Alors c'est une agence qui est spécialisée dans le conseil en stratégie nutrition. Vous conseillez qui? C'est qui vos clients? Alors, nos clients sont des industriels de l'alimentaire, de la nutrition et de la santé qu'on accompagne sur des problématiques de marketing, d'innovation, de communication et de façon plus globale dans ce qu'on appelle leur transition alimentaire et nutritionnelle. Alors c'est quoi l'upcycling alimentaire? C'est déjà un assez vilain mot. En français, je crois qu'on dit surcyclage, c'est ça? C'est pas beaucoup mieux. Ça veut dire quoi? L'idée, en fait, c'est de valoriser des ingrédients ou des produits alimentaires bruts qui soit devraient finir en alimentation animale ou seraient carrément jetés et de les valoriser pour faire soit des produits alimentaires, soit des ingrédients avec une valeur ajoutée qui peut être santé, qui peut être écologique. L'upcycling, ça va au-delà du recyclage, c'est-à-dire c'est donner encore plus de valeur? Oui, parce qu'en fait, par cette action de surcyclage, on va créer de la valeur supplémentaire, soit environnementale, soit santé. C'est quel type de données? On parle de denrées, on parle de quoi par exemple? Alors en fait, l'upcycling se pratique depuis assez longtemps dans beaucoup de filières, notamment dans l'industrie laitière. Les fromagers réexploitent le lactosérum pour en extraire des protéines, différents principes actifs. On va l'avoir également dans les fruits et légumes, donc ce qu'on appelle les légumes moches, et également dans certaines industries comme la brasserie, avec les drèches qu'exploite entre autres Résurrection, ou dans d'autres filières végétales. Ouais. Oui, j'ai reçu il y a quelques jours le cofondateur de Bisque, Fabien Gastou, et j'étais surpris de voir que la gamme finalement des aliments qu'on peut récupérer, finalement consommer, est vraiment vaste. Marie Kerouédan, vous avez donc créé Résurrection en janvier 2018. Est-ce qu'en créant l'entreprise, vous aviez déjà identifié les matières premières à partir desquelles vous pourriez justement créer ces biscuits, ces crackers? On a commencé en fait, alors le projet date de 2016 où j'ai pris conscience en fait des gisements de coproduits qui résultaient des processus de brassage. Donc ce qu'on appelle communément la drèche de brasserie, ce que nous on aime bien appeler les céréales de brasseur. Et rapidement en fait, je me suis rendu compte, donc on a créé nos premiers prototypes sur la base de ce coproduit-là. Et rapidement, donc dans les mois qui ont suivi, c'est vrai que je me suis dit, mais bon sang, mais des gisements de coproduits d'origine végétale, il y en a absolument partout. Donc on a prospecté, on a commencé à s'intéresser à ce qui se passait dans d'autres industries agroalimentaires. Et puis, dès qu'on a commencé à se lancer, on a rapidement reçu des appels, des prises de contact de la part de PME, d'ETI en France, qui généraient beaucoup de coproduits, qui ne savaient pas quoi en faire. Et là, on s'est dit qu'on avait une vraie valeur ajoutée, nous, en termes de recherche-développement, à apporter sur ces coproduits, sur la base de notre expertise qu'on avait déjà gagnée autour des drèches de brasserie. Ça veut dire que vous utilisez, pardon de vous interrompre, ça veut dire que vous utilisez quoi comme coproduit, comme matière première issue de l'agroalimentaire? Alors aujourd'hui, on a 18 références commercialisées sur la base de 3 coproduits différents. Donc on a une gamme à base de ces céréales de brasseur, on a une gamme à base de marc de pomme issue de la production du cidre, et on a une gamme là qui sort ce mois-ci sur la base de l'okara de soja, l'okara étant le petit nom du coproduit résultant de la production de tofu ou de lait végétal de soja, bien sûr du soja bio origine sud-ouest. On est vraiment aussi dans une dynamique locale. Et on fait de la recherche-développement actuellement sur une petite dizaine de coproduits. Voilà, on est sur des temps de recherche-développement assez longs, c'est assez pointu. Il y a des notions bien entendu de nutriments à aller chercher dedans. Grégory parlait d'ingrédients tout à l'heure, donc on est vraiment sur cette thématique de l'ingrédient, mais de l'ingrédient naturel. Il y a vraiment une recherche-développement importante. Il y a des notions de traçabilité et de qualité également qui sont très importantes à mettre en place, puisqu'on collecte ce qui était avant des déchets, des résidus, pour les transformer en ingrédients.
Donc bien sûr, les process, on doit les installer dans les entreprises avec lesquelles on travaille. Grégory Dubourg, cette filière du recyclage alimentaire, elle a l'avenir devant elle. Ça semble une évidence. Pourquoi ? Complètement, de façon sociétale, on est dans une logique et un état d'esprit de faire mieux avec moins. Donc évidemment que dans l'alimentaire, ça a beaucoup de sens quand on voit effectivement les chiffres du gaspillage alimentaire au sens large. Et puis surtout, on a véritablement énormément de valeur ajoutée nutritionnelle, de valeur ajoutée environnementale à aller chercher dans ces produits-là. Donc ça a beaucoup de sens d'exploiter ce qui normalement devrait être jeté. Est-ce qu'on peut évaluer à quel point c'est un moyen de lutter contre le changement climatique ? Oui, forcément, puisque au lieu de cultiver ou d'élever un nouveau produit agricole, on va réexploiter un produit qui est déjà existant. Donc forcément, il y a un impact positif en termes de carbone, en termes de consommation de ressources. Ça veut dire que les aliments qui sont utilisés dans la filière de l'upcycling alimentaire, qu'est-ce qui deviendrait ou qu'est-ce qui devenait avant ? Alors avant, les deux filières qui existaient, c'était la poubelle, donc vraiment jeté basiquement, et l'alimentation animale, donc qui était quand même une forme, et qui existe encore, qui est une forme de valorisation, mais à faible valeur ajoutée. Ouais. Là, le fait de repartir sur de l'alimentation humaine, voire de la nutrition humaine, on est sur une valeur qui est beaucoup plus forte. Est-ce que ça veut dire que pourrait y avoir une concurrence justement avec la filière de l'alimentation animale, c'est-à-dire d'essayer d'aller récupérer des produits qui étaient utilisés pour l'alimentation animale et leur redonner une valeur, du goût et finalement une clientèle humaine ? Oui, alors forcément, il peut y avoir une compétition entre les deux filières. Après, je pense qu'on a suffisamment de viviers, de ressources pour alimenter ces deux filières. Marie Kerouédan, je reviens vers vous, parce que vous êtes basée en région bordelaise, c'est ça ? Oui, c'est ça, on est à Bordeaux, ouais, tout à fait. Est-ce que la filière du vin, pardon, la question elle est ultra basique, mais j'imagine que vous y avez pensé avant moi, est-ce qu'il y a de l'upcycling à faire avec eux ? Alors aujourd'hui, c'est secret défense, on va dire, mais oui, bien sûr, c'est un terrain de jeu pour nous. Mais voilà, là-dessus, sur le secteur du vin, j'en dirai plus dans quelques mois. Mais en tout cas, oui, c'est également un vrai gisement, assez complexe, mais un vrai gisement parmi d'autres. Et c'est vrai que je reviens sur ce que disait Grégory. Il y a un vrai enjeu aujourd'hui autour de l'exploitation des ressources naturelles. Enfin, c'est vrai qu'on est sur un territoire, alors on est beaucoup moins que les pays du Sud, confrontés aujourd'hui au sujet de la raréfaction des ressources naturelles, mais il n'empêche, avec le réchauffement climatique, c'est un vrai sujet et il faut aller, voilà, on n'est même pas seulement dans le champ de l'anti-gaspi, on est vraiment dans le domaine des ressources naturelles disponibles sur le territoire. Donc au lieu de faire pousser beaucoup plus de céréales, au lieu d'aller chercher de créer en fait des ingrédients, allons les chercher là où ils sont. Et la compétition avec le monde de l'alimentation animale, pour moi, il n'a pas lieu d'être. Alors effectivement, les ruminants notamment sont friands par exemple de drèches de brasserie, mais les volumes sont absolument colossaux. Nous aujourd'hui, pour vous donner un petit ordre d'idée, depuis le début de l'année, on a collecté un peu plus de 2 tonnes de coproduits, sachant qu'un brassin d'une brasserie de taille moyenne, une brasserie artisanale, va générer environ 1 tonne de drèches par semaine. Donc on est sur des volumes absolument gigantesques en France. Donc il y a largement de quoi alimenter les animaux et puis à côté de ça, aller sur plus de création de valeur et sur des bons produits. Enfin voilà, parce qu'on ne fait pas juste des produits pour faire des produits à base de coproduits. On invente de la gourmandise sur la base de ces coproduits qu'on va chercher. Oui, ça donne envie de goûter. D'ailleurs, dernière question, Grégory Dubourg. Les géants de l'agroalimentaire, ils vont finir, peut-être d'ailleurs qu'ils ont commencé, à s'emparer de l'upcycling alimentaire. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est une très bonne nouvelle, là aussi pour consommer moins de ressources. Et on a déjà des exemples de chocolatiers, de grandes marques multinationales qui réexploitent la pulpe du cacao justement pour réduire les sucres. Donc c'est un double impact. On consomme moins de ressources et en plus, on a un impact nutritionnel qui est amélioré. Eh ben voilà, merci beaucoup, merci à tous les deux. On passe tout de suite à Smart Ideas, à la découverte d'un nouveau réseau social. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la bonne idée du jour est signée Cécile Bénichou, responsable des relations institutionnelles chez Ensemble. Bonjour, bienvenue. Bonjour, c'est quoi Ensemble ? Ensemble, c'est un réseau social de voisins gratuit sur lequel peuvent s'inscrire tous les habitants en France. C'est ouvert partout.
Ils peuvent s'entraider, partager leurs centres d'intérêt, trouver des bons plans, communiquer avec leur ville. Et le but final de ce réseau social, c'est vraiment de promouvoir la solidarité dans nos villes, renouer avec ce qui nous entoure, ses voisins, ses commerçants, les associations qui sont présentes, pour vraiment créer du lien social. Il a été créé quand Il a été créé par Charles Berdugo, qui est le fondateur, en 2007. Et puis on a fait toute une série de travaux, notamment avec la CNAV, autour de cette question de l'isolement des personnes, pour vraiment aboutir à aujourd'hui un réseau social ultra performant qui permet très concrètement de manifester des besoins pour des personnes qui sont en difficulté et de faire appel aux voisins qui sont autour de ces personnes pour venir répondre à ces besoins-là. Alors, ce réseau, il est 100% gratuit, 100% français. Il y a pas mal, quand on parle de réseau social, qu'est-ce que vous faites déjà des données des utilisateurs? Alors, c'est la spécificité d'Ensemble par rapport aux concurrents qui existent aujourd'hui. C'est qu'on a un modèle complètement inédit. On n'utilise pas les données à des fins commerciales, on ne les vend pas, elles sont stockées et elles ne sont jamais utilisées. Donc, c'est pas comme ça qu'on votre modèle économique, il n'est pas là. Alors, il est où? Alors, il est auprès des collectivités, des acteurs de l'habitat, des acteurs de la solidarité et de la santé en général. Comme je l'ai dit, donc on est gratuit pour les habitants et pour ceux qui s'inscrivent. En revanche, on travaille avec des villes, des départements, des bailleurs sociaux aussi, pour leur proposer un outil qui leur permet de piloter la solidarité soit sur leur territoire, soit dans leur immeuble. Et qui est donc connecté à Ensemble. Ok. Vous êtes présent dans combien de villes aujourd'hui? Aujourd'hui, on est donc, comme je l'ai dit, Ensemble est ouvert sur l'ensemble du territoire français. Oui. Et on est en partenariat aujourd'hui avec une vingtaine de villes et avec un département déjà. Mais alors attendez, pour bien comprendre, ça veut dire que n'importe qui, n'importe où peut se connecter ensemble et créer sa communauté de voisins, c'est ça? Tout à fait. N'importe qui, n'importe où peut se connecter ensemble, échanger avec ses voisins, partager les bons plans de la ville, vraiment créer du lien dans la ville. En revanche, là où on est en partenariat avec les villes, les bailleurs sociaux, il y a des dispositifs beaucoup plus pointus qui sont mis en place, notamment pour venir en aide aux personnes isolées, âgées, dans des situations d'isolement social très précaires. Vous avez des exemples de villes justement partenaires et de dispositifs plus pointus qui ont été mis en place? Bien sûr, par exemple au Havre, à Pau, à Saint-Quentin, ce sont des villes qui ont beaucoup utilisé le réseau, notamment lors de la crise Covid, parce que le dispositif qu'on a mis en place avec eux a permis d'utiliser des voisins pour apporter, par exemple, pour faire les courses à des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, qui étaient très âgées et qui ne pouvaient pas aller elles-mêmes faire leurs courses. Donc ça leur permettait de publier un message sur le réseau Ensemble, de recevoir des applications de voisins qui étaient volontaires pour venir en aide à ces personnes et de faire la mise en relation avec la personne âgée. Donc c'est un moyen de lutter contre la solitude, Tout à fait. très clairement, contre l'isolement, mais pas que, parce que ça crée du lien entre voisins. On peut faire quoi? On peut faire du sport, on peut s'organiser des sorties. Exactement, il y a beaucoup de voisins qui se réunissent pour aller marcher au Bois de Boulogne, pour parler de la région parisienne, pour organiser des runnings, pour tout simplement aller prendre un café, jouer aux échecs. Vraiment, on a à cœur que chacun puisse aller sur Ensemble et y trouver ce qu'il aime et ce qui le passionne. Donc il y en a pour tous les goûts. Les réseaux sociaux, ils sont quand même gangrénés par la violence des critiques qui sont liées à l'anonymat. Comment vous luttez contre cette dérive? Alors sur Ensemble, on vérifie en fait les comptes des personnes qui s'y inscrivent, puisqu'on demande dans un second temps un justificatif de domicile pour bien vérifier que la personne habite bien à cet endroit-là et bien présente dans ce quartier-là qu'elle indique. Le but, c'est évidemment d'être un réseau de confiance, dans la mesure où, en plus, on fait appel à des gens pour venir en aide à d'autres personnes qui sont dans des situations d'isolement. C'est très important pour nous, évidemment, qu'on installe un climat de confiance. Merci beaucoup, Cécile Bénichou, d'être venue présenter Ensemble. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h, midi, 20h30 sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut.